Bonjour à toutes et à tous, il est 18 heures pile. Je vous propose d'attendre 1 à 2 minutes pour les derniers retardataires et on lancera la discussion avec Arnaud Dubois de Matisse sur l'art. À tout de suite. Voilà, 18h02, donc on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous recevoir pour ce nouveau webinaire sur l'art, thématique où personnellement je suis passionné d'aborder. Très heureux qu'Arnaud Dubois ait pu accepter notre invitation depuis New York. Vous connaissez le format. On est là pour 1 heure. Les 45 premières minutes, Arnaud, une fois que j'ai rapidement présenté son expérience, va détailler ce que c'est que l'art, en quoi on peut le considérer ou pas comme un investissement et répondre à toutes vos questions. On aura en deuxième partie 15 minutes où là, vous aurez l'occasion de poser vos questions directement à Arnaud. Mon rôle ici, c'est essentiellement un rôle de modérateur, donc je reprends toutes vos questions, soit je les lance directement, ou alors quand elles sont un peu trop éloignées du sujet qu'Arnaud traite, je fais le choix de les poser à la fin de la présentation d'Arnaud pour qu'il y ait quand même un fil directeur et que l'on puisse avancer. Donc n'hésitez pas à poser ces questions sur le chat et je vais me permettre, j'espère Arnaud, de ne pas déformer ton expérience professionnelle, mais de rapidement te présenter. Donc Arnaud Dubois, c'est un investisseur phare en France de l'investissement. Il a plus de 10 ans d'expérience, a investi dans plus de 700 œuvres majeures, blue chip, et on reviendra sur ces termes-là plus tard. Très récemment, il a cofondé Matisse, qui a pour objectif de rendre l'investissement dans l'art accessible au plus grand nombre. Et nous sommes très heureux de pouvoir travailler dès maintenant avec Matisse. L'objectif de ce webinaire, c'est avant tout parler d'art en tant qu'investissement. Et donc sur ce, Arnaud, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Olivier. Alors oui, parler d'art en tant qu'investissement, il ne faut pas oublier que l'œuvre d'art est une classe d'actifs à part entière, mais elles sont achetées, vendues, amoncelées, transmises pour 3 raisons principales. Pour des raisons artistiques, pour des raisons sociales et pour des raisons financières. Donc d'abord, le client qui s'intéresserait aux œuvres d'art, le potentiel acheteur d'œuvres d'art, il faut qu'il pose la question de savoir pourquoi est-ce que ça l'intéresse. Est-ce que c'est pour des raisons artistiques, sociales ou financières? On a une activité de conseil où on peut tout à fait conseiller des clients sur l'achat et la vente de leurs œuvres d'art et la constitution d'une collection d'un point de vue, j'allais dire, purement artistique, et c'est tout à fait louable. Mais ce qui nous réunit ici, c'est la spécialité de notre société et évidemment de Matisse, c'est de considérer les œuvres d'art comme un actif à part entière, comme un investissement. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure de très juste, c'est l'ambition qui est la nôtre, et peut-être que je reviendrai sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais c'est donner accès à une clientèle particulière à des œuvres d'art, à un marché auquel en temps normal, elle n'aurait clairement pas eu accès.
Je vais vous donner quelques chiffres. Le marché de l'art, c'est 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars. Donc en fait, 78% des œuvres, 8 pièces sur 10, s'échangent pour pas grand-chose, et ça en fait un marché qui est relativement démocratique, en tout cas beaucoup plus qu'on ne le pense. 78% des œuvres à moins de 1000 dollars et 93% des œuvres à moins de 50 000 dollars. Il se trouve que ces 93% d'œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars représentent un peu moins de 10% du marché en valeur. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Et puis, c'est comme Pareto, c'est ce qu'on voit tout le temps, c'est que si vous voulez vous positionner en qualité d'investisseur, il faut un peu moins se positionner sur ces critères, sur ces œuvres, parce que tout simplement, vous allez toucher vous serez sur des œuvres qui sont peu sécurisantes pour vous, peu liquides et a priori trop concurrentielles et très peu de bénéfices, voire des rentabilités négatives. Donc, si vous voulez investir, positionnez-vous sur des actifs qui sont à des montants qui sont supérieurs, et c'est l'ambition de Mathys, c'est faire du financement comme ça, fractionné, donner la possibilité à un client particulier à partir de 20 000 euros d'acheter des pièces, ou en tout cas de co-acheter, d'avoir accès à un investissement à des œuvres normalement à plusieurs millions d'euros réservées à une élite financière. Donc on parle bien, pour être sûr, on parle bien d'œuvres physiques, on parle absolument pas de NFT ou des choses comme ça qui étaient très populaires il y a quelques mois, beaucoup moins maintenant, et qui honnêtement aujourd'hui ne nous intéressent pas, Ramify en tout cas. Alors, les NFT, c'est quelque chose d'assez particulier parce que le NFT, en réalité, non-fungible token, c'est un certificat. En soi, derrière le NFT, il y a une œuvre digitale et nous, on a peu vocation de se diriger ou de s'intéresser aux œuvres digitales. Peut-être qu'on s'y intéressera, mais ça sera au moment de la création des œuvres digitales dans les années 80. Donc non, on parle d'œuvres physiques, on parle d'artistes qui sont consacrés. J'aime bien rappeler ça, mais c'est un peu une coquetterie, mais je crois que c'est assez vrai. Moi, je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 20 ans, mais je suis à peu près convaincu que dans 100 ans, on continuera toujours d'acheter et vendre des Picasso. Les artistes sur lesquels on se positionne, je parlais tout à l'heure d'artistes blue chip, ce sont des artistes des années 40-50, je crois que c'est la période qu'on appelle le post-war, d'après-guerre, jusqu'aux années 80. Ce sont des artistes consacrés qui ont façonné notre civilisation, qui ont écrit l'histoire de l'art. Ce sont des bouts d'humanité. Et ces artistes-là on observe des track records sur ces artistes qui ont 50 ou 70 ans. Donc, ce n'est pas un jeune artiste qui produirait une œuvre et on ne sait pas où se dirigera le marché plus tard. On pourra parler tout à l'heure de Klein ou du Buffet, mais un artiste comme Warhol, où on a déjà organisé des transactions, Warhol, on a les premières pièces qui datent des années 50. Donc moi, j'ai 70 ans de track record sur des artistes comme ça et sur des marchés qui sont très profonds. C'est-à-dire que Warhol, c'est 70 000 œuvres. 70 000 œuvres, on dit Warhol. Donc, il y a des dizaines de milliers d'œuvres qui sont passées en vente aux enchères. Nous, ça nous permet d'estimer, de valoriser les œuvres d'art. C'est notre premier métier, de faire des études économétriques, assez vite de savoir combien est-ce que ça vaut. Et puis, si on sait combien ça vaut, on a deux façons de gagner de l'argent. Soit on spécule sur les marchés à venir, soit on bat le marché à l'achat. Fondamentalement, notre activité, elle consiste à repérer des œuvres importantes d'artistes fondamentaux et de battre le marché à l'acquisition. C'est comme ça qu'on opère les plus-values. Très clair. Et la première question moi, qui me vient à l'esprit quand je t'entends, c'est tu cibles une période et tu dis que ton objectif, c'est de cibler les grands maîtres avec cette vision finalement très rationnelle, très pragmatique, où en ce sens, chez Ramify, on est totalement aligné. C'est je veux avoir des données pour savoir finalement, d'un point de vue temps et d'un point de vue volume, pour savoir si effectivement j'aurai de bonnes chances de revendre l'œuvre et à un bon prix en regardant la dynamique. Mais 70 ans, c'est bien, 150 ans, ça sera encore mieux. Pourquoi cibler cette partie-là de l'histoire, sachant qu'il y a plein d'autres grands maîtres dans d'autres époques? Alors, 150 ans, effectivement, ça serait mieux, sauf que quand on regarde les courbes de la valeur du marché, on se rend compte que l'art de son temps a toujours valu plus cher. C'est comme ça. C'est-à-dire que toi, Olivier, et moi-même, lorsque on s'intéresse à se meubler, dans quoi est-ce qu'on veut vivre, avec quoi est-ce qu'on veut vivre, eh bien, on a
plus de goût, généralement, à vivre avec un tableau de Soulages qui est très reconnaissable, un outre noir, plutôt qu'un tableau des années 50. On peut préférer vivre avec un tableau de Basquiat, de Warhol ou de Kissering plutôt qu'avec un tableau d'Hubert Robert du 18e. C'est pas que j'aime pas Hubert Robert, c'est que d'abord, il y a peu d'œuvres disponibles sur le marché. Et donc, peu d'œuvres en fait aussi un marché qui est plus rare, qui est plus tendu. N'oublions pas, et c'est souvent, si le marché de l'art, le prix des œuvres, c'est aussi le storytelling de la rareté, il se trouve qu'on a affaire à un marché qui n'est pas vraiment rare. On a parlé tout à l'heure de Warhol qui a fait 70 000 œuvres, mais vous prenez l'exemple de Picasso, il en a fait 50 000. Picasso a fait 50 000 œuvres. Et évidemment, Picasso, qui font partie de ces grands artistes modernes, la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a traversé le 20e siècle, bien fait partie de ces artistes qui ont énormément produit. Et pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait énormément de production. On pense à Basquiat. Alors Basquiat, même s'il est né en 60, qui commence à bosser en 80 et qui décède en 88 d'une overdose de crack, en 8000 ans, il a fait quasiment 8000 œuvres et quasiment 8000 pièces. 1000 pièces par an, 3 pièces par jour, c'est un nombre de pièces qui est extrêmement conséquent. C'est des banques centrales. Lorsque vous pensez à un artiste comme Léonard de Vinci, il a fait 20 œuvres dans sa vie, pas plus. Donc, évidemment que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement particulière avec une situation qui est, pour le coup, très difficile à estimer. Combien ça vaut le Salvador Mundi? Il s'est vendu 450 millions de dollars, mais il aurait pu se vendre quoi? 150, 200, 300, 500. Aujourd'hui, il vaut 500, peut-être que demain, il vaudra 1 milliard. Mais la prédictibilité du marché de Léonard de Vinci, il est très difficile. Moi, quand je regarde le marché de Warhol, j'ai 70 ans de track record, mais j'ai des dizaines de milliers de résultats de vente aux enchères. Donc, je sais tout de suite combien vaut une pièce de Warhol. Et je sais si je suis dans le marché, au-dessus du marché ou en dessous du marché. Et peut-être, après, je te promets, je te laisse dérouler un peu, mais 70 000 œuvres de Warhol, ça semble effectivement beaucoup. Et à l'inverse, elles sont toutes différentes par définition. C'est finalement quel est le rapport entre chaque œuvre est unique et chaque œuvre est un chef-d'œuvre, en tout cas pour ces maîtres-là, et le côté je peux finalement utiliser les données des ventes passées, potentiellement d'autres tableaux, pour faire une évaluation la plus pertinente possible sur ma prochaine acquisition. Alors moi j'aime beaucoup ta question parce que là on rentre un petit peu dans le dur, c'est comment est-ce qu'on estime une œuvre et comment, par extension, c'est comment se crée la valeur dans ce marché. On va en reparler un tout petit peu après parce que c'est assez complexe et pour moi c'est passionnant, c'est ma vie, je trouve ça formidable de se poser la question de pourquoi est-ce que ça vaut tant. Mais d'abord, peut-être quelque chose de contre-intuitif, c'est d'abord ces artistes du XXe siècle ont beaucoup produit d'œuvres, donc c'est pas la rareté qui fait le prix, mais aussi ces artistes ont beaucoup travaillé par série. Quand on pense à Picasso et à la série des Mousquetaires, eh bien, il y en a des dizaines des Mousquetaires. Quand on pense à Warhol et que vous pensez aux Flowers, par exemple, entre 64 et 65, Warhol a réalisé 2700 fleurs. Quand vous tapez sur Internet, Google Images, Flowers, Andy Warhol, vous allez voir des œuvres dans l'atelier de Warhol qui tient des tableaux et vous allez avoir les tableaux étalés au sol qui sont en train de sécher, où il y a eu des passes sérigraphiques et vous allez en voir des dizaines. Et vous allez vous rendre compte que c'est un marché qui est beaucoup plus fongible en réalité qu'on peut le penser. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse en qualité d'investissement, c'est un peu moins de se diriger sur une pièce qui est trop exceptionnelle, qui placerait son propriétaire en situation de monopole et qui pourrait en justifier un peu le prix qu'il veut, plutôt que de se retrouver dans un marché qui est suffisamment concurrentiel, suffisamment international et qui permet d'avoir des comparables. C'est plus intéressant pour le client qui est investisseur parce qu'il sait où est-ce qu'il met les pieds. C'est très simple, vous avez 100 mètres carrés, boulevard Haussmann à Paris, au 3e étage, vous regardez les résultats de vente notariés, vous voyez, vous avez les prix au mètre carré en moyenne. Alors parfois ça va être un peu plus à 15, parfois ça sera un peu plus à 13. Bon, globalement, vous avez une fourchette et puis en fonction de l'appartement qui va être un peu plus contigu avec des volumes plus agréables, on va avoir cette fourchette de 10, 15, 20%. Mais globalement, ça se tient. Ça va être exactement la même chose dans le marché de l'art. On a 2700 fleurs chez Warhol, mais c'est aussi la même raison pour laquelle on s'intéresse à Yves Klein, parce que Yves Klein, il y a un nombre de séries qui est très restreinte et il travaille avec un monochrome bleu. Donc, quelle est la différence entre un monochrome bleu et un autre monochrome bleu et un autre monochrome bleu, etc., etc.
Pourquoi les outres noires de Soulages nous intéressent? Parce qu'un tableau noir de Soulages ou un tableau noir de Soulages, etc., etc. Et donc, cette notion de fongibilité dans le marché nous permet, nous et à nos clients, de savoir exactement où est-ce qu'ils mettent leurs pieds, mais ça permet aussi au moment de la revente de savoir au client collectionneur, acheteur, le client final, lorsqu'il achète la pièce, il sait exactement ce que c'est. Très très clair. Écoute, voilà, on a peut-être même un peu commencé plus tôt que prévu la présentation, je crois que tu avais préparée. Je te laisse dérouler Oui, alors j'ai prévu quelque chose, hein, évidemment, mais c'est pas du tout que je veux pas c'est pas du tout que je vais pas le dérouler, mais j'aime assez ces conversations qui sont ouvertes et qui permettent de comprendre comment on se positionne. D'abord, si je reviens un tout petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a créé Matisse, et ça pour moi c'est important, c'est clairement on a affaire à des clients qui sont particuliers, qui n'ont d'abord pas toujours qui sont pas toujours conseillés. Demain, vous voulez acheter une œuvre d'art, vous ne savez pas vraiment combien est-ce que ça vaut, et vous allez travailler avec des galeries, des marchands, qui eux vont vous vendre un tableau, mais qui vont opérer des transactions un peu à l'encontre de vos objectifs financiers. C'est assez simple, le galeriste immobilise sa trésorerie, il achète 100, il va vous vendre 151 pièces, et sa marge, elle va être calculée entre son prix de vente et son prix d'achat. Donc lui, il a intérêt à l'acheter le moins cher possible, mais à vous le revendre le plus cher possible. J'étais très gêné quand j'ai commencé à travailler et à entendre mes pairs expliquer à des clients qui leur posaient la question assez raisonnablement, qui achetaient une pièce à 150, 200 000 euros, 300 000 euros, mais est-ce que c'est une bonne affaire? Et les réponses qui sont assez systématiques, vous continuez à entendre, c'est toujours les mêmes. C'est, si vous voulez pas perdre d'argent dans ce marché, achetez avec votre cœur. Achetez des œuvres qui vous plaisent. Alors, moi, je comprends ça très bien, je suis collectionneur. Mais je comprends aussi que quand on immobilise des montants qui sont conséquents, on se pose raisonnablement de la question de la valeur. Et nous, notre premier métier, c'est ça. C'est savoir valoriser une œuvre d'art. Alors évidemment, on a créé Matisse parce que nos clients individuels qui mettent des billets de 100 000, 200 000, 300 000 euros, on se rend compte que tout le monde n'a pas 300 000 euros à investir pour avoir accès à cette classe d'actifs. Et donc, je vous disais tout à l'heure que donner la possibilité d'acheter des pièces qui sont d'artistes blue chip, d'artistes internationaux, des pièces représentatives et qui évoluent sur un échiquier international, et bien tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est des pièces qui valent 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros. Et donc, face à ces montants-là, on a créé Matisse avec l'idée d'émettre des obligations et donner la possibilité à des clients particuliers de co-investir. Ça, c'est vraiment pour la genèse, et puis aussi, tout simplement, parce qu'on voyait des pièces passer à 500 000, 1 million, 2 millions, et en fait, on voyait les opportunités, les super bonnes affaires, et ça nous rendait absolument malade de les voir et passer sous le nez, parce qu'on n'avait pas, sur le moment, un client qui était capable de mettre 2 millions pour acheter une œuvre. Aujourd'hui, l'opportunité, on la repère, on l'achète, on émet des obligations, et on en fait profiter notre clientèle. Donc ça, c'est l'origine de Matisse. Ensuite, sur la question de la constitution de la valeur, parce que finalement, si vous faites une bonne affaire, il faut savoir combien est-ce que vaut une œuvre. Et donc, pour faire une bonne affaire. Et donc, la création de la valeur dans ce monde, elle se fait, elle s'élabore entre un monde artistique et un monde financier. Dans les institutions artistiques, vous avez des prescripteurs d'une valeur artistique. Vous avez les musées, vous avez des fondations d'art, etc. Vous avez des critiques d'art, vous avez des journalistes qui s'entendent entre eux à un échelle qui évolue sur un échiquier mondial pour considérer que Picasso est à l'origine du cubisme et le cubisme est un mouvement fondamental du XXe siècle dont tout l'art découlera. Voilà. Si vous voulez, c'est très autoritaire, mais je ne sais pas. La connexion a été rétablie, vous m'avez tous entendu? Non, moi je t'ai parfaitement entendu. Et donc, il y a quelque chose de très autoritaire, mais qui est comme ça, qui est que l'intégralité des commissaires d'exposition, des historiens d'art vont considérer que Velázquez, c'est fantastique, que Picasso, c'est fantastique. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça. Parfois, il y a des clients qui me disent « mais j'aime pas Picasso ». Alors, entre nous, ne pas aimer
toutes les pièces sur les 50 000 œuvres, ça me paraît beaucoup, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer Picasso. J'aurais beaucoup plus de mal à entendre que Picasso, c'est nul. En fait, Picasso n'est pas nul. Je comprends qu'on n'aime pas le hip-hop, mais il se trouve que le hip-hop a marqué l'histoire de la musique dans les années fin 80, début 90. Bah, c'est exactement la même chose. Un artiste, c'est un nain reposant sur des épaules de géant, c'est quelqu'un qui vient et qui crée avec son premier pinceau, qui est celui de l'histoire de l'art. Et donc, évidemment, avant Picasso, il y a Manet, avant Manet, il y a Goya, avant Goya, il y a Velázquez. Voilà. C'est une espèce de filiation très naturelle qui emmène et qui permet à Picasso de créer le cubisme. Et à partir de là, toute l'histoire de la peinture va en découler. Et donc, c'est ça le génie de Picasso. Il se trouve qu'au moment où on se parle, il y a, je sais pas, il va y avoir peut-être 30 ou 40 expositions Picasso dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de matériel et ces artistes sont fondamentaux. Donc, donc, les musées font office de prescripteurs de la valeur. J'insiste sur ça, mais le musée, son premier travail, c'est de dire la différence entre ce qui est l'art et ce qui ne l'est pas. En somme, si vous produisez des œuvres tout seul dans votre coin, vous n'êtes pas nécessairement un artiste contemporain. Vous êtes vivant, mais vous n'êtes pas un artiste contemporain, et puis on ne sait même pas vraiment si vous êtes un artiste. Par contre, si vous intégrez un musée, il est incontestable que ce que vous faites est de l'art, et vous positionne en qualité d'artiste. D'accord ? Ça, c'est pour la partie institutionnelle. Donc, le musée fait office de prescripteur de la valeur artistique. Ensuite, dans la valeur financière, vous avez les galeristes, les marchands d'art et les commissaires-priseurs. Les commissaires-priseurs, ils ont un rôle tout à fait particulier parce que ce ne sont pas des marchands, ce sont des opérateurs de vente. J'aime bien raconter ça, mais Adam Smith comparait en son temps la main invisible avec le marteau du commissaire-priseur. En somme, on aurait un marché avec une demande, une offre, et puis au moment où le marteau tombe sur la table, adjugé vendu, eh bien, l'œuvre vaut ça. Et le marché s'est rencontré entre un acheteur et un vendeur, et ça vaut ça. Et évidemment, si vous avez une œuvre de Picasso qui se vend en 50 ans, c'est compliqué de donner le prix des œuvres de Picasso. Par contre, si vous avez des dizaines de milliers de résultats de vente, et si, comme Warhol, vous avez plus d'un demi-milliard de transactions en vente aux enchères tous les ans, eh bien, vous savez à peu près, précisément même, combien vaut le prix d'une œuvre de Warhol. Donc d'un côté, on a l'évaluation des prix, on a une hiérarchisation financière, et de l'autre côté, on a une construction de la valeur artistique. Alors évidemment, dans un monde idéal, ce qui vaut cher est bien. Ce qui vaut cher est bien. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans un monde opportuniste, parfois, il se trouve qu'il y a des choses qui sont très bien et qui ne valent pas suffisamment cher. Alors, pas suffisamment cher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on regarde Pierre Soulages, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand on commence à s'intéresser à cet artiste, on voit que c'est un artiste qui est à l'origine de l'abstraction, qui, dès 1944-45, produit des œuvres abstraites. Ça fait partie des premiers artistes abstraits au monde. Et on voit que ses grands homologues américains, c'est Roscoe, dont il y a une exposition actuellement à la Fondation Vuitton. Et si vous y allez, vous allez voir qu'avant 44, on a ces œuvres un peu figuratives. Et puis passé 45, il y a l'invention de l'abstraction. Et donc, vous avez des pièces comme ça, 45, 50, des pièces abstraites. Donc, vous avez Roscoe, vous avez Pollock, vous avez Franz Klein, etc. Sauf que ces grands artistes-là, de Kooning, ça vaut des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Pourquoi est-ce que l'homologue français, Pierre Soulages, qui est un artiste important, est très loin de valoir ça? Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur et nous, on a considéré qu'il y avait une erreur de marché à ce moment-là et notre métier a consisté à réarbitrer ce marché. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à des clients, mais en fait, acheter des tableaux à 1 million, ça vous paraît peut-être cher. Par contre, en fait, par rapport à un marché global où les artistes américains s'échangent à 50, 60, 80, eh bien, ça ne sera pas cher du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on a un record du monde où Soulages a atteint 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Voilà. C'est comme ça qu'on va venir étudier une œuvre d'art, on va venir la réarbitrer, d'abord dans un marché qui est global, et au sein d'un marché global, et au sein, de son propre marché. Après s'être positionné sur ces grands artistes, sur ces grandes œuvres, on a étudié essentiellement les outres noires, et les outres noires, il y a une quinzaine d'années, vous achetiez un magnifique tableau pour 200, 250, 300 000 euros. Pour 200 000 euros, vous avez un tableau qui aujourd'hui en vaut 1,5 million. C'est très clair. Une question sur ça, parce que de ta description, l'essentiel de la plus-value
espéré vient d'une acquisition à un bon prix. Oui. Et donc là, tu es en train de dérouler ce que c'est pour toi un bon prix et tu le compares à toi. Là tu as beaucoup décrit le fait que tu estimes que l'ensemble du marché price, en quelque sorte, mal les œuvres d'un artiste spécifique. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un attrait sur, j'ai l'impression que cet artiste est pricé 100 et je vois une aubaine à 80. Ou est-ce que ça, c'est pas du tout tellement dans le non, c'est clairement ce qu'on de Matisse. En fait, c'est clairement ce qu'on fait, c'est-à-dire, en fait, on vient se positionner sur des artistes dont le marché est plutôt haussier. Donc, des œuvres qu'on considère, un exemple très simple, on est en train de travailler, on va poser la question d'acheter une pièce de Christopher Wool. C'est un artiste fondamental des années 80 avec des résultats de vente à plus de 20 millions de dollars. Là, on pourrait avoir la possibilité d'acheter une pièce aux environs de 600-700 000 dollars, par exemple. Il se trouve que des pièces comme ça vaut plutôt 1,5 million. Donc, notre travail va être de se dire, tiens, c'est un marché qui, d'un côté, va connaître une croissance, mais dans tous les cas, même si elle ne connaît pas cette croissance, on va très bien l'acheter en amont. Donc, notre premier boulot est de dire que ça vaut 100, on achète 70. Par contre, on va se positionner sur un marché qui est plutôt en croissance en espérant le revendre 120 demain. Et pour nous, c'est ces deux leviers, c'est ces deux cliquets qui nous permettent de capter le maximum de croissance. Je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, sur les premières œuvres que j'ai vues, vous avez achetées via Ramify au bénéfice d'investisseurs finaux, comme potentiellement demain ceux de Ramify. C'est souvent dans des maisons de grand renom, hein, c'est du Sotheby's, etc., etc. Est-ce que dans ces conditions-là, on n'est pas au contraire dans ce qu'il y a de plus liquide de ce marché non liquide et donc en quoi on peut espérer acheter à un bon prix ce type d'œuvre? C'est là où on se confronte avec finalement le marché le plus large. Alors, c'est une très bonne question. Il se trouve que le marché de l'art, c'est aussi un marché d'opportunités. Je vous donne un exemple, évidemment, que ça nécessite de l'information, que tout le monde n'a pas, d'abord, même si c'est un marché qui est large. Et surtout, parce que, j'insiste là-dessus, c'est que lorsque vous achetez un tableau, faut revenir à quelque chose qui est que les marchands d'art sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. C'est-à-dire que demain, vous voulez avoir accès à de la dette, vous allez voir votre banquier, vous dites, mais attendez, monsieur le banquier, j'ai accès à un tableau à 20 millions, ça vaut 20 millions, ça coûte 20 millions, je vais le revendre 20 millions, mais je peux l'acheter 5 millions. Par contre, il me faut ces 5 millions. Et le banquier va vous dire, mais merci beaucoup, mais en quoi ça me concerne? Pour une raison très simple, c'est qu'il ne sait pas pricer, il ne sait pas évaluer la valeur du tableau, il n'est pas capable de mesurer l'opportunité. Et donc, le marché de l'art, c'est un métier, c'est un marché qui fonctionne absolument sans dette. Il n'y a pas de dette. Je vous envoie cette information à tous vos clients qui se servent de la dette, peut-être un peu moins maintenant, mais qui sont servis très clairement. Il n'existe pas de dette sur le marché de l'art. Il y a moins de 1% de dette sur un marché de l'art mondial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il faut de l'information, mais il faut de la trésorerie. Ce qu'on pense être le schéma le plus gagnant pour nous, c'est pas seulement de donner la possibilité à des clients particuliers d'acheter des bonnes pièces dans de bonnes conditions, mais c'est aussi et surtout de liquéfier le marché et de donner la possibilité à des professionnels du marché de l'art de ne pas avoir sorti une bille et d'avoir à vendre un tableau à 2,5 millions. Et ça, c'est fantastique pour eux. C'est fantastique. C'est-à-dire que même les plus grands marchands sont limités par leur propre trésorerie. Un marché, et en ce sens, un marché comme le marché de l'art est un marché qui demeure, même s'il est en phase d'industrialisation, il reste relativement artisanal. Parce que vous prenez un Gagosian, même lui, qui est milliardaire en œuvres d'art, il gère quand même son propre cash. Et qu'on est à peu près convaincu que le grand marchand d'art de demain ne possède pas ses œuvres. Quand vous regardez une société comme Uber, Uber c'est une plateforme et c'est probablement le plus grand, le plus grand, gère un nombre de véhicules, une flotte de véhicules énorme dans le monde et il ne possède pas le moindre véhicule. La plus grande société de transport du monde. Vous prenez Airbnb, c'est la plus grande société de nuitées au monde, d'hôtellerie au monde. Et pourtant, ils n'ont pas une chambre d'hôtel. Nous, on considère que dans un métier
où il n'y a pas de dette, venir, non pas véritablement avec de la dette, parce qu'on ne vient pas prêter de l'argent à un galeriste, mais on vient lui donner accès à une œuvre. Pour lui, c'est la même chose parce que sa trésorerie, il la transforme en œuvre d'art. Donc on va dire à ce galeriste, utilisez votre réseau pour faire des foires, pour faire des événements, pour créer une nouvelle galerie, en gros pour faire de la promotion. Mais le monde dans lequel le galeriste s'enrichissait à travers son stock est un monde qui n'est plus. Aujourd'hui, les galeristes ne peuvent plus faire ça parce que le coût des œuvres est tel qu'ils ne sont pas capables de suivre l'inflation du marché. Quand j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, 15 ans à peu près, une quinzaine d'années, je regardais tous les catalogues de vente aux enchères, les catalogues Art Basel, etc., qui est une grande foire, qui est la plus grande foire d'art contemporain au monde, et je regardais sur une quinzaine d'années qui étaient les galeries et que présentaient-ils. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que entre il y a 15 ans et aujourd'hui, je peux vous le dire avec le recul, aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes structures, c'est les mêmes galeries. Donc les grosses galeries sont devenues plus grosses et ils travaillent, vous savez quoi, avec exactement les mêmes artistes. Il y a toujours Warhol, il y a toujours Dubuffet, il y a toujours Klein, il y a toujours Basquiat, il y a toujours Picasso, etc., etc. Par contre, ce qui a changé, c'est le prix des œuvres, la qualité des œuvres. Parce qu'il y a de moins en moins d'œuvres disponibles sur le marché. N'oublions pas qu'un client qui est collectionneur, à la fin, lorsqu'il achète son tableau, il est très heureux de vivre avec. Pour lui, ça a du sens dans sa collection, ça a du sens au-dessus de son canapé. Vous voyez, il y a une notion à la fois sociale et artistique qui est extrêmement forte, qui est même fondamentale. C'est ça qui vient driver l'acquisition du collectionneur. Eh bien, ce collectionneur, il ne va pas revendre sa pièce. Une fois que la pièce elle est rentrée dans une grosse collection d'un milliardaire, il s'en fout de revendre ce tableau 5 millions ou peut-être 20 millions. Parce que s'il revend 20 millions, de toute façon, il va devoir en racheter un autre similaire qui lui coûtera aussi 20 millions. Donc, nous, notre boulot, il est de capter des opportunités. Et c'est vrai que, pour répondre à ta question, on n'en capte pas suffisamment. On aimerait en capter davantage, mais on est limité par les opportunités de marché. Donc, si ta question, c'est le marché est efficient, non, il ne l'est pas suffisamment. Et n'oublions pas que l'intérêt d'un investisseur n'est pas celui d'un collectionneur. Deux objectifs qui sont, même s'ils peuvent se croiser un petit peu, qui sont séparés. Et que éventuellement le marchand qui pourrait s'intéresser à l'œuvre d'art, eh bien, il se trouve que peut-être qu'il n'a pas accès à la liquidité à cet instant T. Et c'est ce qui fait que nous, on va capter une opportunité. Je comprends, très clair. Je vous disais tout à l'heure que dans un monde idéal, les œuvres qui valaient cher étaient des œuvres qui étaient importantes. Les œuvres qui valaient pas cher étaient des œuvres qui sont un peu moins. Alors, si on donne quelques noms, vous regardez un artiste comme Cause ou comme Banksy, que quelques-uns de nos auditeurs pourraient connaître, eh bien, ces artistes-là ne bénéficient pas ou très peu de représentation institutionnelle. Ils sont peu représentés dans les musées. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a peu de représentation muséale? Pour moi, il y a un red flag, c'est je ne sais pas ce que ça vaudra demain, parce que je n'ai pas l'aval des musées qui me disent ces pièces-là sont réalisées par des artistes importants. Donc quand vous avez des pièces qui s'échangent en millions, voire dizaines de millions de dollars, et qu'on n'a pas de reconnaissance institutionnelle, c'est terrible. Vraiment, je regarde ce marché avec beaucoup d'attention, mais aujourd'hui, on ne mettra pas le doigt là-dedans. Parce que notre premier métier, il est de sécuriser le cash de nos clients. Ensuite, vous avez le cas inverse avec des artistes, par exemple Henri Michaud, qui a écrit La nuit est remue, qui est un poète, etc., qui est un artiste absolument fantastique. La fin de la première moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, et d'après-guerre. Bon, vous pouvez acheter des pièces fantastiques à 10, 12, 15, 20 000 euros, et vous avez des pièces formidables. Mais derrière ça, il n'y a pas de marché. Il y a des pièces, mais le marché n'est pas structuré parce que la succession c'est mal organisé, parce qu'il n'y a pas de catalogue raisonné, parce que derrière il n'y a pas de grand marchand. Et donc ça c'est super pour un client qui est collectionneur, ça lui permet d'acheter une super pièce à un bas prix, et d'ailleurs on en trouve dans toutes les grandes collections françaises et européennes. Toutefois, pareil, on l'observe, on le regarde, mais on ne s'intéresse pas suffisamment pour pouvoir investir là-dessus.
Parce que le marché n'est pas suffisamment international et parce qu'il n'y a pas de rebond, en fait, sur le marché. Ce qui va nous intéresser, c'est un marché profond, mais un marché aussi historique et un marché organisé. Un marché organisé, c'est que derrière, ce qu'on veut, c'est des grandes collections qui possèdent des grands tableaux qui soient vendus par des grands marchands, d'artistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Sans ça, on regarde les pièces, on étudie, mais on n'y va pas. C'est aussi la sécurité de nos clients. Lorsqu'ils s'intéressent aux œuvres d'art en qualité d'investissement, on répond à plusieurs critères, dont 3 principaux, qui est la sécurité de l'actif, la liquidité de l'actif et son potentiel de rendement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette liquidité, on l'obtient à travers une certaine forme de fongibilité. Donc oui, on est pour la concurrence. On est pour la concurrence. On n'achète pas des pièces extraordinaires, on achète des très bonnes pièces. On n'achète pas des pièces 50 millions, on achète des pièces entre 500 000 et 3 millions et demi. Parce que c'est là où le ventre est le plus gras, c'est là où le marché est le plus profond et c'est là où il y a le plus d'opportunités. Très clair. C'est tout dit, vous savez tout. Hein. Tout dit. Ben écoute, non, on essaye aussi de le digérer, très intéressant. Donc, si je récapitule, donc c'est effectivement des œuvres contemporaines, époque bien marquée pour des questions essentiellement de pricing et de profondeur de l'offre. Profondeur de marché, pour vous donner quelques chiffres dans ce sens, vous avez une œuvre sur 2 dans le monde qui est vendue et qui a été réalisée après 1945. Donc déjà, si vous vous intéressez au marché de l'art, vous avez 50% du marché qui se fait dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez 94% des œuvres vendues dans le monde qui ont été réalisées après 1870. 1870, c'est impression Soleil Levant de Monet. Sauf qu'en fait, un Monet, c'est 100 millions de dollars. Alors évidemment, on peut me dire, moi j'ai envie d'investir dans Monet. Pourquoi, monsieur le client, madame la cliente? Eh bien parce que je trouve que c'est très rassurant et je peux gagner de l'argent. Oui, d'accord, mais si vous n'avez pas 100 millions, c'est compliqué. C'est des marchés qui sont durs à acheter, durs à vendre. Donc c'est un marché moderne sur lequel on va un peu moins diriger, se positionner. Mais ça dit aussi qu'avant 1870, vous n'avez pas de salut. Avant 1870, vous avez un marché de 6% en volume. Sincèrement, acheter de l'art ancien, c'est une chance très forte de ne pas gagner d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'offre. Donc pour résumer, effectivement, on commence avec cette idée qui est de se dire, on se dirige vers le XXe siècle et essentiellement dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, très intéressant parce que donc d'autant plus là, on assume totalement le fait que c'est un réel investissement, là où pour d'autres personnes, finalement, on va côtoyer d'autres types d'acquéreurs qui, eux, vont être sur une dimension soit plus, on va dire, passionnelle, notamment de collectionneurs, ce qui peut aussi permettre d'avoir des opportunités. Et effectivement, l'objectif de Matisse, en règle générale, en tout cas qui représente les investisseurs qui vont effectivement acquérir l'œuvre, c'est de la vendre relativement rapidement. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler alors les objectifs, les objectifs en détention, peut-être un peu de performance? Alors le schéma, je vous reprends un petit peu le schéma. Donc on repère une pièce à 1 million d'euros. Cette pièce, soit on a un délai de paiement, soit on l'achète directement. Mais dans tous les cas, il faut qu'on ait la possibilité d'exercer une pression sur le vendeur. Encore une fois, c'est un peu dur de dire ça, mais notre métier, c'est de bien acheter. Donc, si vous voulez, moi, je suis là pour bien acheter. On exerce une pression forte sur le vendeur avec une capacité financière immédiate. L'œuvre est achetée et elle intègre un SPV, une société dans laquelle qui ne possédera qu'une seule œuvre d'art. Très important de comprendre ça par rapport à un fonds d'investissement dans lequel vous avez un ticket minimum de 100 000 euros et c'est un fonds qui serait fermé, un peu comme une SICAV, et vous devrez attendre peut-être 6 ans et prorogeable 2 fois 1 an avant que le fonds se réouvre et se liquide, etc. Donc, non, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on préfère, c'est dire à un client, il y a une pièce qui est achetée, elle intègre un SPV, une société, et à partir de là, on émet des obligations. Les obligations, à partir de 20 000 euros, vous pouvez acheter un bout d'un artiste fondamental du XXe siècle qui est acheté dans un but financier, dans un but d'investissement. Alors, dès que la pièce elle est achetée,
elle est tout de suite conduite chez un revendeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez diminuer les frottements, j'allais dire, de durée de détention, etc., qui viennent gréver une rentabilité, eh bien, vous faites porter à un revendeur des frais éventuellement de transport, d'encadrement, de restauration, etc. N'oublions pas qu'on va voir un galeriste en lui disant, il y a un tableau de soulage, il vaut 2 millions, vous avez une pièce de Klein, elle vaut 2 millions, eh bien, tu n'as pas à immobiliser de trésorerie. Par contre, elle est à New York, tu vas la chercher. Évidemment qu'il va la chercher. Oui, ça va lui coûter 3 000 euros, 5 000 euros. Il s'en fout, il l'utilise. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'indexer sur sa performance, sur sa plus-value. On va lui demander de le vendre dans les meilleures conditions possibles. Les galeries sont choisies pour leur capacité à revendre des pièces dans les meilleures conditions. Yves Klein, par exemple, ou Dubuffet, sont des artistes des années 50-60. Eh bien, on va se positionner sur des galeries qui sont spécialisées dans cette période de l'histoire de l'art et qui ont des clients pour ce type d'œuvre. Dans le cas où la galerie ne revend pas la pièce, on va en solliciter une autre et on va lui dire est-ce que ça t'intéresse? Et évidemment que ça l'intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est que notre marché, notre potentiel, j'allais dire, de revente de ces œuvres, il est énorme. Tout le monde a envie d'avoir un tableau à 2 millions sans avoir immobilisé de trésorerie. Mais il a quand même un gain, j'imagine. Vous lui proposez qu'une partie des plus-values sera pour lui, ou finalement, lui, c'est un intérêt de marque, c'est-à-dire il héberge. Non. Le but, il est clairement de revendre. Dans l'acquisition, ça se fait de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il y a un comité d'acquisition qui est constitué, j'allais dire, de 3 pôles. Le premier, il dit « Bonjour, j'ai repéré une opportunité. Je pense que ça vaut ça, et en fait, je pense que c'est une bonne opportunité. » Ensuite, ça passe par un deuxième pôle qui dit « La pièce, elle est authentique. Elle est au catalogue raisonné. Elle est en bon état. Elle a une bonne provenance. Elle a fait des super musées. Elle n'a pas été restaurée, etc., etc. » Ça, c'est un peu la due diligence liée à l'authenticité, à la condition, etc. de l'œuvre. D'accord? Et une fois que ça a passé ce niveau, ça passe dans un troisième sas qui est potentiellement, qui est le sale, qui est potentiellement, j'ai cette pièce à vendre, combien je le vends? Alors évidemment, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde les résultats de vente aux enchères, elle dit, bah tiens, sans savoir combien ça vaut, l'achat, mais elle te dit, bah tiens, une pièce comme ça, je pense que ça vaut tant. Et surtout, elle est en lien avec tous les professionnels du marché de l'art dans le monde. Elle va appeler Gagosian, Hauser, Zwirner, etc., qui pourraient être spécialisés dans ce type d'artiste, et leur dire, voilà, on a cette pièce, potentiellement on peut l'acheter, est-ce que ça vous intéresse de le revendre? Là, ils vont dire, bah oui, effectivement, ça nous intéresse, c'est une super pièce, maintenant, à combien est-ce qu'on la revend? Bah nous, une pièce comme ça, c'est une pièce, du Buffet, par exemple, c'est une pièce qu'on va présenter aux alentours de 2,4 millions, 2,6 millions. Bon, bah, si tu revends cette pièce de 2,6 millions, tu vas la vendre à peu près 2,3 millions, 2,2 millions. Bah, si tu vends 2,3 millions, il faut que tu gagnes 200 000 euros. Donc, en fait, nous, on va se retrouver avec un prix de vente de 2,1 millions, par exemple. 2 millions 100 000, d'accord? Bah, si on achète 2 millions, si on vend 2 millions 100 000, ça veut dire qu'il faudra qu'on achète 1,7 million pour dégager 400 000 de marge. 400 000 de marge, 1,7 million d'investissement, bah, vous l'avez, votre TRI entre 12 et 20%. Hyper clair. Je vais peut-être en profiter pour qu'il y ait aussi un aspect visuel. Je vais peut-être partager justement l'œuvre dont tu parles. Je peux le faire si tu veux. Hein. Ah ben vas-y, c'est parti. Allez, hop. Et pendant que tu mets ça en place, il y a Laurent qui posait la question suivante, puisque là on est en train de parler justement un peu de frais d'une part, de performance d'autre part, et c'est important de parler de performance nette d'impôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fiscalité? La fiscalité, notamment la fiscalité des plus-values dans le marché de l'art d'une part, d'autre part dans le setup proposé par Matisse. Alors, j'aime bien qu'on soit comme ça, très ouvert. Alors, d'abord, dans le marché de l'art, quand vous êtes un client particulier, que vous vendez une œuvre d'art, vous avez affaire à une fiscalité dite de collectionneur. Et donc, vous avez le choix, quand vous achetez une pièce et que vous la revendez, alors d'abord, c'est un impôt qui est déclaratif, d'accord? Ça sort de l'impôt sur le revenu. Vous me voyez toujours? Oui, on te voit en plus petit, mais on te voit. Voilà.
Et donc, vous avez la possibilité d'opter soit pour ce qu'on appelle la taxe forfaitaire, soit pour le régime général. La taxe forfaitaire, elle est calculée sur le prix de vente de l'œuvre. Donc, vous avez acheté X, vous vendez Y, vous allez payer 6,5, enfin, vous allez déclarer 6,5 sur le montant de Y. Vous vendez 1 million d'euros, vous payez 65 000 euros d'impôt. Alors ça, c'est intéressant quand vous avez, pour nos clients qui ont acheté des soulages à 250 000, bah oui, ils ont tout intérêt à opter pour la taxe forfaitaire parce qu'ils vont payer 65 000 euros d'impôt et puis ils vont gagner plus de 700 000 euros net. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre possibilité, elle est d'opter pour ce qu'on appelle le régime général de la fiscalité mobilière sur les plus-values immobilières. Et donc, c'est 36,2% sur la plus-value avec un abattement de 5% par an à partir de la 3e année. Donc, vous êtes client collectionneur, vous avez acheté une pièce 100, vous la vendez 200, il y a 100 de marge qui est opérée, vous allez payer 36,2 sur les 100. Et si vous détenez la pièce depuis plus de 3 ans, vous commencez à abattre 5% par an sur votre fiscalité. Ça veut dire qu'après 22 ans de détention, il n'y a plus de fiscalité. Donc, des gens qui ont constitué des collections fantastiques, qui ont acheté des tableaux extraordinaires et qui les ont gardés un peu plus d'une vingtaine d'années, leur impôt est de 0. Vous remarquerez que sur la taxe forfaitaire, au moment de la revente, vous ne déclarez pas le prix d'acquisition. Ça, c'est un cas qui est extrêmement utilisé, notamment au moment des successions ou des transmissions, quand vous vous retrouvez avec une œuvre qui vous a été donnée. Là, on est en train de travailler une œuvre de Nicolas Party. Eh bien, cette pièce a été donnée par Nicolas Party au client collectionneur actuel. Eh bien, lorsque la pièce sera vendue, cette personne n'a pas de preuve d'acquisition. Elle ne peut pas vous dire « je l'ai acheté tant, à telle date ». Et donc, si elle n'a pas de facture d'achat, elle ne peut pas fondamentalement opter pour le régime forfaitaire, sur le régime général, parce qu'elle n'est pas capable de dégager une marge. Donc, elle optera nécessairement pour la taxe forfaitaire à 6,5. Dans le cas de Matisse, c'est la flat tax. Aussi simple que ça. Parce que c'est un produit financier. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est juste fondamental. Excusez-moi, ça me paraît évident, mais pour pouvoir travailler et faire des appels publics à l'épargne, il faut avoir un agrément. Et donc, nous avons un agrément qui nous a été délivré par l'autorité des marchés financiers. Petite fierté, j'allais dire personnelle, non, collective, qui est celle de notre société, qui est qu'on est la seule société en Europe à avoir cet agrément. C'est notamment une des raisons pour laquelle, au-delà de ton expérience et plutôt de l'expérience au sens large de Matisse, on souhaitait travailler avec vous puisque on prend ces aspects régulatoires bien sûr très au sérieux. Une autre question qui porte cette fois sur les frais de Jean-Pierre, il souhaiterait en apprendre davantage sur les frais d'acquisition, potentiellement des frais de cession et peut-être de manière plus large des frais tout simplement. Les frais qui sont opérés, alors les frais, vous avez des frais qui sont dès le départ de 10% du prix de l'acquisition. Donc une œuvre à 900 000 euros, pour arrondir, elle sera présentée pour une valeur de 1 million d'euros. Ces frais, ils vont couvrir un certain nombre de coûts. Évidemment notre travail, la bonne opportunité, etc. La rentabilité, c'est ça qui est le plus important de comprendre, c'est que la rentabilité, elle commence pour le client à partir du million d'euros et non pas à partir des 900 000. Pas évident, mais je tiens à le rappeler quand même, qu'on se met à la place de nos clients et quand vous avez dépensé 100, la rentabilité commence à partir de 100. Quand on vient chercher un TRI en objectif entre 12 et 20%, c'est un TRI net de ses frais et net du carré d'intérêt, qui sont des frais appliqués donc de 20% sur le bénéfice du client. C'est très important et nous, on y tient beaucoup parce qu'on est indexé sur votre plus-value. Hormis ces frais-là, ces frais intégrés, d'entrée et de sortie, on vise un TRI entre 12 et 20 points. Très clair. Et il y a Marie-Caroline qui pose une question, cette fois sur le prix plutôt technique. C'est considère que donc tu as une approche donc des
du prix d'une œuvre par rapport notamment à son passé historique, mais elle te challenge, elle dit de ce que tu penses de l'approche par le revenu. Donc typiquement, est-ce que avec des flux de trésorerie provenant par exemple de certains musées qui pourraient louer des œuvres, avoir des droits d'image sur certaines œuvres, puisqu'on parle de grands maîtres, et donc ce type d'opérations ont bien lieu. Alors, je vais revenir sur les frais parce qu'on est un produit financier, mais on n'applique pas de frais de gestion. D'accord? Il n'y a pas de frais qui vous sont prélevés. Vous voyez, tous les ans, vous avez 2% de frais, etc. Ça, c'est important. Je réponds je réponds, mais ça, c'est important parce que une fois que la pièce elle est achetée et qu'elle est conduite chez le revendeur, nous, on n'a plus de frais. D'accord? Donc, vous n'avez pas de mauvaises nouvelles entre-temps. Et surtout, on trouvait ça très injuste d'avoir intérêt un peu contre le client. On est toujours... Moi, vraiment, j'ai à cœur de m'indexer avec l'objectif de mon client qui est de revendre la pièce dans les meilleures conditions possibles. Donc, appliquer des frais pour nous, ce que je comprends pour des sociétés financières, mais on ne délivre pas de coupons. Et donc, ça nous gênait de dire, bah, tiens, on va appliquer des frais tous les ans et qui pourraient diminuer la rentabilité de l'investisseur et surtout qui serait pour nous injustifié. Donc ça, c'est un point. Pour répondre à Marie-Caroline, je crois, il se trouve que c'est un peu une fausse bonne idée. D'abord parce que si on vous donne la possibilité d'intégrer votre pièce dans un musée, en fait, la reconnaissance institutionnelle, la reconnaissance artistique, j'allais dire le musée tout à l'heure qui a un rôle de prescripteur de la valeur, il ne faut surtout pas passer à côté parce que le musée va faire monter le prix. Enfin, il va donner suffisamment de légitimité qui va vous faciliter la vente, si ce n'est pas augmenter le prix de votre œuvre. Il est incontestable que Soulages, qui a un musée à son nom, qui fait des expos au Louvre et qui a des rétrospectives personnelles partout dans le monde, à commencer par le Centre Pompidou, eh bien, on ne peut pas penser que si vous avez prêté une œuvre au Centre Pompidou, eh bien, ça ne va pas participer à la création de sa valeur. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué parce que, d'abord, ce n'est pas si rentable que ça. Vous voyez, vous faites ça pour gagner quelques centaines d'euros. Ce n'est pas si fantastique que ça, surtout sur des montants qui sont très élevés. Et puis, ça pourrait freiner les potentiels musées de vous dire, bah, tiens, si on a le choix entre deux pièces, on va prendre celle qu'on n'a pas besoin de payer. L'autre chose, c'est qu'une pièce qui serait aussi trop vue, et ça, c'est une spécificité du marché de l'art, eh bien, elle serait un peu moins désirable. Je vous donne l'exemple, peut-être faire un parallèle dans l'immobilier pour ceux que... Je suis sûr que parmi nos auditeurs, toujours, il y en a plein qui sont spécialisés dans cette activité, qui aiment ça en tout cas. Eh bien, un bien immobilier qui serait sur le marché depuis trop longtemps, en fait, il y a un loup quelque part. Il y a un loup quelque part. Même si l'affaire est potentiellement une bonne affaire, il est depuis tellement longtemps qu'il manque de désirabilité. Bah, pour une œuvre d'art, cette notion de désirabilité, elle est importante. Et donc, une pièce qui serait trop vue pourrait être un peu gênante. Donc, louer l'œuvre d'art pourrait être a priori une bonne idée. Il se trouve qu'à la fin, ça va gêner. Ça peut gêner et donc on est attentif à faire hyper gaffe à ce point. Je comprends. Autre chose, et probablement des plus importants, c'est que pendant tout le temps où l'œuvre est dans le musée ou qu'elle est éventuellement louée, ce qui n'est pas très heureux, on n'a pas envie de louer une œuvre d'art, eh bien c'est autant de fois où l'œuvre d'art n'est pas présentée dans une galerie pour être vendue. Le galeriste, c'est un marché d'offreurs. Pour pouvoir vendre la pièce ici, on vous a mis 2 exemples avec une œuvre de Niki de Saint-Phal, il faut que la pièce soit présentée à la galerie qui va vendre la pièce de Niki de Saint-Phal. S'il ne l'a pas à vendre, ça lui sera très difficile de la présenter. Vous allez voir, toujours dans l'immobilier, vous allez voir une agence immobilière parce qu'elle a des référents sur son mur. Vous n'allez pas la voir en lui disant « Tiens, est-ce que vous avez ça ?» Vous allez la voir parce qu'elle présente ça. Dans le marché de l'art, c'est la même chose. C'est un marché d'offreurs.